La Cour spéciale d'assises sur le crime économique et financier s'est ouverte ce lundi 1er juillet à Bamako. Pendant 2 mois, plus de 180 présumés seront appelés à la barre. Et on parle finance dans ce journal. Les 60 millions de dollars qui devraient être décaissés pour le Mali ne le sont toujours pas. Indifférence sur les conditions en est la cause. En France, l'extrême droite est en tête dès le premier tour des législatives avec 33,14% des voix. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. La Cour d'assises spéciale sur les dossiers dits de corruption et de délinquance économique et financière s'est ouverte ce lundi 1er juillet à la Cour d'appel de Bamako pour une durée de 2 mois. La Cour se penchera sur un premier lot de 51 affaires. Diana Bassamaki. Initialement annoncée pour le mois de juin 2024, la Cour d'assises spéciale sur les dossiers dits de corruption et de délinquance économique et financière s'est ouverte finalement ce lundi. Ces assises qui se tiendront sur 2 mois, à savoir du 1er juillet au 30 août 2024, auront au rôle dans un premier temps 51 affaires dont 181 accusés pour des crimes d'attentat aux biens publics, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance. Au nombre des affaires phares, il y a les dossiers Securiport, EDM SA, de l'hôpital du Point G et les retours de l'affaire Bakary Togola et une douzaine de co-accusés relatives aux ristournes de coton. Dans ces dossiers, en novembre 2021, un verdict controversé avait été prononcé avec libération du principal accusé. La justice avait fait appel, ce qui conduit aujourd'hui à un nouveau jugement devant la cour d'assises. Plusieurs personnalités, dont des anciens ministres, sont poursuivis, voire écrouillés dans ces différentes affaires. Pour un rappel, après la rectification de la transition en mai 2021, qui a conduit le colonel Assimi Goïta à la tête du pays, plusieurs affaires de corruption et de détournement des deniers publics présumés sont devant la justice. L'État a perdu plusieurs milliards de francs CFA des suites des détournements des deniers publics, des fraudes au marché public, des gaspillages et des détournements des biens de l'État, selon l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI. L'Office national anticorruption affirme avoir transmis à la justice 23 dossiers, polarisant 23 milliards de francs CFA, soit en moyenne plus d'1 milliard de francs CFA par dossier en termes d'irrégularité dans la gestion des fonds publics. Alors que la saison des pluies vient de débuter au Mali, des éleveurs commencent déjà à conduire leurs troupeaux vers les prairies. Mais depuis quelque temps, cette activité est confrontée à des difficultés comme l'insécurité. Paul Yapinguesson. Le pastoralisme est un système de production basé sur la mobilité du bétail et des pasteurs. Cet élevage pastoral pratiqué par des éleveurs est confronté à des conditions climatiques défavorables et une crise sécuritaire qui sévit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Aujourd'hui, cependant, les éleveurs transhumants se heurtent à de nouveaux problèmes qu'ils sont incapables de surmonter seuls, le changement climatique et l'insécurité. Leur mode de vie traditionnel est menacé. La crise du pastoralisme n'est certes pas nouvelle, mais elle s'est aggravée et ses impacts se font désormais sentir sur le plan sécuritaire. Cette situation d'insécurité se traduit par la menace terroriste, les conflits, l'enlèvement des propriétaires d'animaux, le vol du bétail. Ce contexte d'insécurité impacte négativement la transhumance. Samba Dibi Diallo, spécialiste en élevage, déclare qu'il n'est pas facile aujourd'hui d'aller en transhumance avec les femmes, les enfants, parce que l'insécurité est là. Cette insécurité dénature la transhumance, parce que quand vous partez, vous rencontrez les copains de route. C'est soit ils vous tuent, soit ils prennent tout votre capital et vos bétails. Et les pasteurs transhumants sont souvent confrontés à cette situation. Dans le contexte où le phénomène du terrorisme menace le Niger, le Burkina, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, certains assimilent le pasteur au djihadisme. Le secrétaire permanent du réseau, Bilal Maroubé, Dodo Bourema, soutient que les activités de transhumance des animaux vers des prairies ont fortement diminué à cause de l'insécurité. Et cette situation empêche les gens de conduire leurs troupeaux vers les pâturages. Personne ne peut se rendre continuellement à des endroits où sévit l'insécurité, affirme-t-il. À Bankas, dans la région de Bandiagara, selon Ablay Guindo, président des éleveurs dans le secteur de Bankas,
La grande transhumance est en train de cesser à cause de la distance et la dégradation des conditions sécuritaires. Les animaux quittent chez nous, ils traversent toute la zone Chess, ils vont dans la zone de Bourgou, dans le delta. C'est ça la grande transhumance. Ils restent là-bas jusqu'au mois de juin. La grande transhumance dont je parlais là, ça a tendance à cesser maintenant. Maintenant, il y a la petite transhumance. Pendant l'hivernage, une partie va dans le Gondo. Gondo, ça veut dire l'est de Koro. Ils reviennent au mois de septembre. Au Mali, comme dans la plupart des pays du Sahel, bon nombre d'éleveurs se trouvent pris entre deux feux. D'un côté, le changement climatique réduit les pâturages disponibles à une allure alarmante sous les effets conjugués de l'augmentation des températures et d'une pluviométrie déficiente. De l'autre, la présence de groupes armés rend les voies ancestrales de transhumance dangereuses. La transhumance des animaux a fortement diminué dans plusieurs localités du pays, notamment à Djiné ou encore à Douanzan, à cause de l'insécurité selon les éleveurs. Ces derniers appellent les autorités à prendre des mesures pour protéger le cheptel. Promis en avril dernier par la Banque mondiale, le Mali n'a toujours pas obtenu le décaissement de 60 millions de dollars conclu entre le gouvernement et les institutions de Bretton Woods dans le cadre de la résolution des problèmes énergétiques. L'institution financière mondiale impose des conditions que les autorités jugent inacceptables. Soumaïla Fani. Devant le Conseil national de transition jeudi dernier, le ministre de l'économie et des finances, Alousséni Sanou, a expliqué que les accords conclus entre le gouvernement avec le FMI et la Banque mondiale pour obtenir un financement de 60 millions de dollars, soit plus de 36 milliards de francs CFA destinés à améliorer la fourniture d'énergie au Mali, n'est pas encore décaissé. Pour le blocage, le ministre indique que la Banque mondiale impose des conditions telles que la diminution de la masse salariale, jugée inacceptable par le gouvernement. Depuis l'accord en avril 2024, il y a à peu près 2-3 mois, les institutions de Bretton Woods avaient déjà effectivement fait savoir ces conditions-là. Depuis plusieurs années, la masse salariale a tendance à augmenter, à dépasser non seulement les normes communautaires, mais aussi et surtout les normes à l'international. Ce qui pose un problème en matière d'efficacité budgétaire, parce que la masse salariale en soi est une dépense qui ne crée pas de la richesse en soi, sauf à travers peut-être le pouvoir d'achat, pour un État qui crée quelque chose au niveau de l'économie. Donc je pense que c'est la crainte des institutions de Bretton Woods à pousser l'État à diminuer non seulement la masse salariale, mais je pense que dans leur requête, il n'y a pas que ça. Il y a un ensemble de demandes à travers les diminutions des dépenses de sécurité, les dépenses de... Donc ça vise la diminution en soi des dépenses publiques afin de permettre non seulement d'assainir davantage le budget de l'État, mais aussi et surtout de permettre de réorienter certaines dépenses vers l'investissement. Autre condition à laquelle s'oppose le Mali, selon le chef du département des finances, c'est l'achat de l'électricité auprès des pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ou MVS. Depuis l'accord, c'était l'une des conditions sine qua non pour donner le prêt. Je ne sais pas quel est le jeu politique maintenant, sinon ces conditions-là ne sont pas des conditions du tout nouvelles. C'était des conditions qui effectivement étaient conditionnées par rapport à l'accord du prêt en question. Maintenant, pourquoi le MVS, pourquoi pas le Niger? C'est au-delà des questions économiques, c'est aussi une question politique. Tout le monde sait que les plus gros contributeurs au niveau de ces deux grandes institutions demeurent des pays avec lesquels nous nous attendons pas aujourd'hui, notamment la France, notamment les Américains. Donc force est de reconnaître que le Niger n'étant pas dans leur intérêt stratégique immédiat, ils sont obligés d'orienter l'achat de ces essences-là vers des pays avec lesquels ils sont vraiment en attente et en bon accord. Selon l'économiste, le principe de financement de la Banque mondiale et du FMI est d'ores déjà connu. Mais sur le plan politique, le Mali pourrait pousser l'institution financière à céder des points parmi ces conditions. Élection présidentielle en Mauritanie. Le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu dès le premier tour pour un second mandat, selon l'annonce de la Commission électorale nationale indépendante ce lundi. Assetoumani Koulibaly. C'est avec 56,12% des voix que le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu dès le premier tour de la présidentielle mauritanienne, selon les résultats officiels rendus publics ce lundi par la CENI. Le président El Ghazouani dévance largement ainsi son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeit, qui a obtenu 22,10% lors du vote de samedi, selon les résultats annoncés devant la presse par le président de la CENI, Daould Abdel Djelil.
Biramada Abeid, qui se classe en second, avait déclaré hier dimanche 30 juin qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats officialisés par la CENI, instrumentalisés selon lui par le pouvoir. Le candidat islamiste de Tawassoul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, se classe troisième avec 12,78% des suffrages selon ses résultats. Pour certains, la réélection de M. Ghazouani n'est pas surprenante. Il est présenté comme le choix sûr dans un pays qui n'a pas connu d'attaque sur son sol depuis 2011. Lors de sa campagne, son programme promettait une amélioration de la situation des jeunes, la mise en place des conditions de l'émergence économique et le maintien de la stabilité sécuritaire. Il a également annoncé vouloir résoudre définitivement la question de l'indemnisation des victimes des violences intercommunautaires de 1989-91, dans lesquelles des centaines de Noirs mauritaniens sont morts. En France, malgré l'appel du président Emmanuel Macron à un large rassemblement face à l'extrême droite, celui-ci vient de remporter les élections législatives dès le premier tour avec 33,14% des votes. Aminata Keita. Au premier tour des scrutins ce dimanche 30 juin, le Rassemblement national, RN ou encore extrême droite et ses alliés sont arrivés en tête des élections législatives françaises avec 33,14% des suffrages et 10,6 millions de voix. 39 députés, dont Marine Le Pen, sont ainsi élus dès le premier tour. La démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Pour autant, rien n'est gagné et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine, dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. La seconde place est occupée par le nouveau Front populaire NFP avec 27,98% des suffrages, soit 32 députés élus dès le premier tour. S'ensuit en troisième position la majorité présidentielle, les candidats d'Emmanuel Macron et ses alliés avec un score de 20,76%, soit 2 sièges. Les Républicains, quant à eux, ont obtenu 6,56% des suffrages et les divers droites, 3,67% des voix. C'est une deuxième victoire pour l'extrême droite qui était également arrivée en tête des élections européennes tenues du 6 au 9 juin. Après celle-ci, le président Emmanuel Macron avait pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et d'aller vers des élections législatives anticipées. Au lendemain de ce succès de l'extrême droite, Emmanuel Macron a convoqué ses ministres pour discuter des désistements en vue du second tour des législatives. Pendant ce temps, la presse européenne pointe ce qu'ils ont appelé l'échec cinglant du président Emmanuel Macron, jugé responsable. D'après les résultats du ministère de l'Intérieur, le taux de participation est de 68,5%, un record de mobilisation unique depuis 1997 dans le pays. Les 33,14% de l'extrême droite, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et leurs alliés pourraient disposer dimanche prochain du premier groupe à l'Assemblée nationale, soit entre 240 et 270 députés. Toutefois, ce score ne donnerait pas la majorité absolue au parti, celle-ci étant fixée à 289 parlementaires selon le journal français Figaro. Le deuxième tour des législatives se déroulera dimanche prochain. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.